Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Bon, on vous souhaite la bienvenue à Pas d'excuses. Merci de vous abonner. Merci de nous écouter. Merci de commenter, de réagir à ce qu'on fait. Pas d'excuses, on l'a mis en place pour aider ceux qui ont envie de cheminer et qui cherchent un endroit pour mieux se comprendre. Tu sais, c'est pas pour rien que le logo, c'est comme une espèce de cerveau. C'est qu'on a tous un fonctionnement intérieur qu'on a mis en place pour ne pas ressentir les émotions dites malaisantes. Et à Pas d'excuses, on vous aide à marcher, à comprendre, à intellectualiser. Je vais utiliser ce mot-là des fois, des fonctionnements qu'on a, et c'est tellement agréable de le faire avec un maître comme Robert Savoie. Je dis maître, mais Robert se place jamais en maître. Il est à la même hauteur que tout le monde. Il marche encore. Il enseigne, mais il est étudiant à la fois de ses propres enseignements. Puis c'est tellement ça que j'aime de toi, c'est l'authenticité, la vérité dans laquelle tu te permets d'exister. Merci d'être là encore aujourd'hui. Merci, Geneviève. Tu sais, je ris parce que tu me fais tellement sentir important. Puis tu vas me dire, oui, Robert, oui. Tu me le fais sentir. Puis je sais que c'est pas des mots juste dits pour être dits, tu sais. Fait que tu le dis, puis je le ressens. Fait que, merci, Maître Robert. Maître Robert. Quand, vous le voyez pas, mais quand j'arrive, habituellement, je lui embrasse les pieds. Hein? La première fois, j'ai resté surpris. Depuis ce temps-là, je me lave les pieds avant de m'emmener ici. Mais tu sais, il faut comprendre que tu marches ton chemin depuis tellement d'années, tu parles ouvertement de quand tu as le genou à terre. Je connais très peu de thérapeutes qui se permettent d'exister autant devant les gens qui viennent chercher ces enseignements-là. C'est vraiment de toute beauté. On le vit aussi à Pas d'excuses. Ça m'arrive d'animer en pleurant. Ça t'arrive aussi de mettre le genou à terre pendant l'émission. Et c'est ça qui me rend fière du travail qu'on fait. On est authentique, on est vrai. Mais c'est ça que tu cherchais, hein, Jeanne, aussi? Tu cherchais ça, cette authenticité. Totalement, ben oui. Ben oui, j'aurais pas pu mieux tomber. Là. Je cherchais cette authenticité-là, mais aussi cette expertise-là. Tu as une façon de verbaliser et de dire les choses de façon tellement claire et précise. Ça nous permet à nous de mieux se comprendre. Et aujourd'hui, c'est un thème qui risque de parler à bien des gens, le dégoût de soi. Le dégoût de soi qu'on va développer suite à des expériences traumatisantes, mais aussi parfois suite à des petites expériences qui viennent à répétition. On n'a pas besoin d'avoir vécu quelque chose de gros dans son enfance ou dans son histoire de vie pour développer une blessure. Des fois, c'est des petites répétitions, mais il y a d'autres fois où malheureusement, ce sont des expériences tellement forte en émotion que le chemin neuronal se crée dès l'instant où on vit l'expérience et on est prise avec ce sentiment de dégoût-là à l'intérieur de nous qui nous fait vivre toutes sortes de choses. Ben, moi, ça commence, Geneviève, tu sais, puis pendant que tu parlais, tu sais, on a un sujet là, clair et précis avec une expérience précise. Puis ce qui monte en moi, c'est où ce que ça a vraiment commencé, tout ça, là. C'est vraiment mes années scolaires. Ouais. Mes années scolaires parce que, imaginez-vous que je viens au monde avec un TDAH, un déficit d'attention, mais ce déficit d'attention-là a été diagnostiqué seulement qu'en 1992. Je suis pas un hyperactif. Ouais. Tu sais, Pat, là, ton amoureux, oui. C'est un hyperactif. Moi, ça se passe plutôt intérieur, dans le sens que, oups, je vais avoir une mouche volée. Oh, la mouche. Ah, ben. Oups, elle s'en va s'installer. Oh, camion de pompiers qui passe dans la rue. Fait que là, déficit fait en sorte que quand le professeur t'a appris à écrire de quoi au tableau, là, je perdais toutes les... Tu sais, j'étais plus là. J'avais perdu un petit bout. Okay? Et ce qui accompagne ce déficit d'attention-là, c'est que trouble à l'opposition. Ouais. Fait que quand quelqu'un s'oppose, j'avais un trouble à l'opposition, c'est qu'il m'a m'imposé en devenant un peu rebelle et accompagné de la dyslexie. Quelqu'un
dans la dyslexie que j'ai, là, je parle de base, une personne va retenir je crois, là, si je me trompe pas, entre 14 et 20 choses. Moi, c'est 8. OK. À peu près 8. Entre 6 et 8. C'est pas beaucoup, hein? Non. Puis ça m'a amené à avoir le dégoût de moi. Esprit que je suis pas intelligent. Esprit que je suis pas comme les autres. Parce que je ne savais pas que c'était ça. Fait que ça m'a amené à des troubles d'apprentissage scolaire. Et j'ai eu beaucoup de comparaisons par les professeurs. Fait que, tu sais, mes frères avaient 8, 9 et 10 ans plus vieux que moi. Il y avait les mêmes professeurs qui étaient proches de la retraite, mais il y avait eu ces professeurs-là, puis ils me disaient de temps en temps, tu sais, Robert, tes frères, ils ont fait l'effort, là. Tes frères, là, ils étudiaient. Tes frères, ils arrivaient avec le devoir fait, bien fait, tu sais. Fais l'effort. S'il y a quelqu'un qui faisait les efforts, c'était bien moi. Mais eux, ils étaient pas conscients. Fait qu'ils étaient ignorants de ma situation. Alors, le fait que je fais beaucoup d'efforts, que je suis dans persévérance, que je veux réussir. Mais que tu n'y arrives pas. Je me casse le poignet, imagine-toi, en maternelle, là. Avant de rentrer en maternelle, je me brise le poignet gauche. On me force d'écrire de la main droite. Le professeur me force à dessiner de la main droite. Mais t'as une autre main, là, dessine. Avec des coups de règle, là. Ouais. Hey, attends une minute, là. J'ai 5 ans, là. À peine 5 ans. Alors, déjà, moi, la rencontre avec l'école, c'est difficile. Alors, moi, en ayant des autorités qui sont là pour m'enseigner, qui sont là pour me montrer le chemin d'éducation, mais on fait le contraire. Ouais. On m'apprend que, je fais pas d'effort. Moi, je crois ça. C'est moi là qui crois ça. Fait que je fais pas d'effort. Je suis pas bon. Je suis pas intelligent. Puis de temps en temps, on me le répète à la maison. Tu sais, Ouais. pas vite, tu sais. Fait que moi, je crois ça. Et en plus, en me brisant le poignet, on me force à écrire de la main droite. Fait que là, encore des sentiments d'infériorité, de rejet, d'abandon. Et là, je développe le dégoût de soi. Toi, là, t'es un dégoût. T'es pas un bon petit garçon, t'es pas aimable. Et à travers mon cheminement, et oui, j'ai vécu de la violence et j'ai vécu l'abus, toutes les formes d'abus qu'on peut vivre, enfant, je les ai vécues. Je ne blâme pas personne. Alors, ce dégoût-là s'est placé rapidement. Alors, inconsciemment, pour ne pas ressentir ce dégoût-là, imagine-toi le fonctionnement qu'on installe. Moi, mon fonctionnement, on en a déjà parlé, mais je veux y aller dans cette direction-là que, moi, là, m'a te plaire, Geneviève. Ouais. M'a te dire ce que tu veux entendre. Puis je vais confluencer avec toi. Confluencer, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais prendre tes idées, je vais prendre tes besoins, je vais prendre tes rêves, je vais prendre tes projets, là, puis je vais t'aider, là, puis je vais te valoriser, puis tu sais, je vais répondre à tout ça. Fait que moi, là, je vais te plaire. Parce que si je te plais, je risque d'être aimé et je n'ai pas besoin de toucher et de prendre soin de mon dégoût de soi parce que c'est comme ça que je me sens. Alors, je développe rapidement un fonctionnement de plaire. Ouais. Fait que si je plais, je réponds aux besoins, mais j'ai pas besoin de m'occuper de qu'est-ce que j'ai placé en moi comme émotion de dégoût. C'est ça, t'as pas besoin de t'occuper de ce dégoût-là qui est à l'intérieur. Toujours le projecteur à l'extérieur. Je sais pas si ça vous parle. Et pour vous donner une idée, peut-être, qui va vous aider peut-être à conscientiser ce que je nomme ici, est-ce que, soyons honnêtes, peut-être pas dans toutes les sphères de notre vie, là, sphères de notre vie, notre relation amoureuse, la relation avec les enfants, relation au travail, relation familiale, mon entreprise, où est-ce que je travaille, tu sais, on plusieurs sphères de notre vie qu'on vit au quotidien. Est-ce que dans certaines sphères de votre vie, vous avez de la difficulté à répondre à vos besoins? Est-ce que vous connaissez vos besoins? Okay? C'est juste pour conscientiser, dire, Robert, mes besoins, t'as une minute là. Ouais. Est-ce que vous avez accès rapidement à votre sensibilité, vulnérabilité, à ressentir vos émotions? Est-ce que vous vous donnez accès à cette partie-là quand vous êtes déclenché? Voyons honnête, dans certaines sphères de votre vie, il y en a peut-être que, moi, Robert, je plonge dans mon vécu, je suis capable de nommer clair et précis, répondre à mes besoins, être satisfait, ou c'est le contraire, il y a certaines sphères de votre vie que c'est difficile. Et est-ce que troisième question, est-ce que vous avez vécu des expériences
que vous vous êtes senti dégueulasse. C'est le dégoût de soi. Puis il y a des gens qui le savent même pas. Oui. Comment est-ce que je peux développer ce sentiment profond de dégoût? Ben, l'éducation faite par l'humiliation. Tu sais, on nous ridiculise devant nos amis, on nous ridiculise à l'école parfois entre amis. Alors, ça développe justement des sentiments de culpabilité. Hein. La culpabilité, c'est quoi? Ben, je me sens coupable de pas être un enfant normal. Je me sens coupable de pas être à la hauteur. Je me sens coupable de pas être capable de faire mes devoirs. Je me sens coupable de pas être capable de réussir à l'école une dictée parce que j'écris à l'envers, parce qu'on me force d'écrire de la main droite. Tu comprends? Alors, la culpabilité, elle est beaucoup présente. La culpabilité, c'est un fonctionnement de juge. Je juge. Alors, le juge se présente et je crois que si je réussis pas, ben, je suis pas à la hauteur, fait que ça fait sentir coupable. La honte, c'est quoi? La honte, ça va être beaucoup plus interne. Tu sais, la honte, j'en parle pas. J'ai honte. Ouais. C'est honteux ce que je vis. Plein de gens encore là, dans mes 26 ans d'expérience, que les gens ne savent même pas qu'ils ont honte de leurs émotions. Comment est-ce que je peux prendre conscience que j'ai honte de mes émotions? Mais quand je vais être dans la castration, quand je suis dans le refoulement, tu sais, je vis une expérience que c'est honteux, je vais castrer la honte, je vais la refouler pour ne pas la ressentir. Parce que mes émotions sont honteuses, inconsciemment bien souvent. Et l'humiliation. Fait que ça, c'est des blessures, rejet, humiliation, honte, culpabilité qui fait en sorte que j'ai construit un fonctionnement pour ne pas ressentir et le dégoût de soi est présent. Et à ce moment-là, pour ne pas ressentir le dégoût parce que c'est souffrant, mais je bâtis ce fonctionnement-là de plaire, de répondre à tout le monde parce que le temps que je fais ça, j'ai pas besoin de m'occuper de moi. Alors, ça a été toute mon histoire de vie à l'école dans ces difficultés-là. Et déjà, qu'on a déjà parlé, Geneviève, déjà à 14 ans, j'étais sur des effets stupéfiants de cocaïne en ayant déjà à cet âge-là et même avant ça, des pensées noires. Des pensées que c'était des pulsions de mort à cette époque-là. Je ne voulais pas mourir physiquement, mais je voulais laisser mourir mes personnages, ces blessures. Fait que j'avais des pulsions de mort. Si je pue ici, là, mais je ne vivrai plus ce que je vis. 14 ans, déjà, sur le chemin avec des gangs dans la cocaïne. Rien pour aider ton dégoût de soi, rien pour que... aider la honte, parce que quand tu te réveilles après cette substance-là, quand tu redeviens à toi, là, c'est la culpabilité de l'avoir fait. On en vit-tu des expériences qu'on est déclenchées dans la culpabilité? Ben oui. On en vit-tu des expériences qu'on est déclenchées dans l'humiliation? On en vit-tu des expériences qu'on est déclenchées dans la honte, dans le rejet? C'est plein de ça. Parce que ces expériences-là nous rappellent des souvenirs d'expériences de notre histoire de vie. Alors, c'est répétitif. Et là, c'est ce dégoût-là. Je veux tellement pas ressentir toutes les blessures que je veux. Je l'ai développé, moi. La cigarette. Mes parents fumaient beaucoup. Fumaient à l'intérieur de la maison. Puis quand je sortais de la maison, je sentais la cigarette. Et on me disait... Je veux pas qu'elle vienne à la maison, elle sent la cigarette. Il y a des amis chez qui je n'avais pas le droit d'aller parce que je sentais la cigarette ou elle n'avait pas le droit de venir chez moi parce qu'en revenant, elle sentirait la cigarette. Fait que j'avais honte. Hey. J'avais honte de ça. Je me sentais dégueulasse. Tu sais, quand je passais, les gens me le disaient. Elle sent la cigarette. Tu sais, T'as déjà fumé, tout le temps? J'ai jamais fumé. J'ai jamais fumé, mais mes parents fumaient. Mes parents, ça a été de grands fumeurs. Tout là, tu sais, tout. Ah oui, hein? Écoute, ils fumaient en voiture. Dans ce temps-là, là, je sais pas, là, ceux de notre âge, là, toi, t'es encore jeune, mais non, mais dans 70, voiture, 80, 90, tu fumais dans la voiture. dans la maison, dans un bingo au Québec, il y avait beaucoup de bingo, et ça sentait la cigarette. Ça sentait la cigarette, et moi, je sentais la cigarette, et on me le disait. Fait que tu avais le dégoût de ça. Ben, j'avais le dégoût, j'avais honte. J'avais honte de sentir ça. Hey, mon amie, là, tu sais, c'est drôle parce qu'elle, elle venait d'un endroit où c'était tellement beau, tellement rangé, tellement clean. Puis quand elle avait pas le droit de venir chez nous parce qu'elle sentait la cigarette, mais elle disait, j'aime tellement ça venir chez vous, on peut se laisser aller, ta chambre a le droit d'être à l'envers. Elle, pour elle, ça représentait quelque chose auquel elle avait pas accès. Mais moi, je le voyais dans le visage de ses parents, là, c'était comme, oh non, pas elle. Pas parce que j'étais pas aimable,
Fait que toi, ça t'éveillait dans le dégoût de te faire regarder comme ça? Ouais. Dans le dégoût, dans la honte de soi, dans la honte d'où je viens, dans la honte de ta maison. Alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on conscientise pas avec cette blessure-là et les blessures qui sont éveillées défensivement? Si on s'en occupe pas, vous le savez tous, ça fait 50 ans ou 60 ans qu'on nous le dit, ça va sortir en maladie. On le sait tous, on est tout conscient de ça. Et là, pour vous épargner tous les détails, OK, parce qu'il y en a plusieurs parmi vous, vous avez entendu mon histoire. Mais à l'âge de 23 ans, ma fille vient au monde. 6 mois après, je lâche les substances, j'arrête la consommation et je transfère. J'arrête la consommation, mais je fais un transfert dans l'entraînement. Fait que je m'entraîne. À cette époque-là, j'ai un emploi. Je suis on appelait ça Dynamex à Ottawa, OK? J'étais le camionneur et j'allais à Montréal. Ouais. Fait que je partais de la maison à 5 heures le matin. J'allais dans une place pour les drugstores, OK? Je ramassais tous les médicaments et j'allais amener ça dans un entrepôt. Puis là, on dispersait ça dans toutes les pharmacies. OK. De 9h30 à midi, j'attendais pour une boîte de traduction pour le gouvernement que je ramenais au gouvernement à Gatineau. Fait que j'ai un 2h30 de route, j'attends 2h30. Fait que cette 2h30 d'attente, je vais m'entraîner sur Sainte-Catherine à Montréal. OK. Fait que là, je reviens dans l'Outaouais, OK, il est environ 15 heures. Je m'en tourne à Santé universelle à cette époque-là, qui était au coin de Saint-René puis boulevard de retournes t'entraîner à nouveau. Fait que je m'entraîne en 3h30, 4h30 par jour. Et là, j'aime ça. Je suis bien. Ma relation va quand même bien, même si je sais pas c'est quoi des besoins, même si je sais pas c'est quoi des émotions. J'ai ma fille qui est ma princesse. Fait qu'on vit de beaux moments. Et là, rendu à l'âge de 27 ans, je commence à avoir des pertes de sang dans mes selles. Là, moi qui ai le dégoût de soi, que je me suis exclu de mon corps inconsciemment suite à mes abus, je donne pas d'importance à ça. Le temps arrangera les choses. Fait que là, je continue à m'entraîner, puis je continue à avoir des... Mais là, je vais à selle, 10. Là, ça l'augmente à 15. Puis là, à 20 fois par jour. Et là, sérieux, j'urine du sang par mes selles. Du sang, là. Puis là, à un moment donné, je mets le sang de mes... Il n'y a pas de sel, c'est juste du sang. Je mets ça dans un pot, je m'en vais à l'hôpital. On me dit, c'est peut-être des ulcères, puis des fibres qui est percées. OK, moi, je crois ça. Encore, je reste ça comme ça. Après un certain temps, je m'en viens vert. Je m'en viens vert parce que je perds beaucoup de sang et ce qui se passe là, je dois arrêter de m'entraîner. Plus capable de m'entraîner, j'ai moins de force et là, je décide de monter d'urgence à l'hôpital général à Montréal, qui est un 2h15 à cette époque-là de chez moi. Et je rencontre un des meilleurs spécialistes au Canada qui était Dr Trudel, une adjointe d'un médecin formidable. Et Dr Trudel, la dame a dit, écoute Robert, suite à qu'est-ce que tu es après m'expliquer, après me dire, on doit passer des tests avec toi, je peux pas te laisser partir. Fait que je reste à l'hôpital le vendredi. Les tests que je passe, imaginez-vous que le samedi soir dans la nuit de dimanche, arrivé au dimanche, il me donne un médicament qu'on donne à ceux qui reçoivent une greffe de foie. C'est un médicament, voir ce que ça va faire. Et ce que ça le fait, ce médicament-là, ça l'a tout enlevé le mucus que j'avais sur mon gros intestin. Fait que là, moi, je m'en vais à selle dans la nuit. Et là, je pleure ma vie sur la toilette. J'ai plus de mucus. Ça passe pas. J'ai mal au ventre. Et c'est là qu'ils ont décidé de m'opérer d'urgence. Et en m'opérant d'urgence, c'est qu'ils vont enlever le gros intestin au complet. Et là, moi, avant qu'ils m'opèrent, j'appelle ma mère, puis écoute, maman, on est dans la nuit, là. Sois pas inquiète, c'est juste à dire, voici ce qu'ils ont fait, je m'en vais me faire opérer, je vous appelle quand je sors de là, juste que si tu essaies d'appeler, puis je répondis, dans le temps, on avait des téléphones, là. Ils pouvaient nous appeler dans notre chambre. Si tu m'appelles dans la journée, je réponds pas, probablement que je vais être sur la table d'opération. Je t'appelle quand je sors de là.
Parce que moi, à l'âge de 17 ans, je m'étais fait opérer pour ma jambe. J'ai eu 4-5 opérations, tibia fracassé en 8, fémur, une greffe, tu sais. Fait que C'était banal. C'était douloureux, mais tu sais, après les opérations, j'étais OK. Et là, il m'opère. Il m'enlève le gros intestin au complet. Je me suis réveillé dans la salle de réveil en hurlant de souffrance, de douleur. Et là, je m'en souviens comme si c'était hier. Puis ça, c'est en 95, là. On parle de 30 ans passés, là. Je hurle, puis là, ils s'en viennent, puis à la morphine. Puis là, ils me donnent un machin dans ma main que je pèse dessus aux 7 secondes que je peux avoir de la morphine pour calmer ma souffrance. Et là, demandez-moi pas d'appeler ma mère. Là. Demandez pas d'appeler. Je souffre ma vie et je souffre tellement que je veux mourir. C'est intense. Écoute, le gros intestin, il fait le tour de ton corps. Là. Ouais. Fait qu'il trouve, là, tu sais, de la cage thoracique, là, un petit peu plus bas que le nombril. Là. Fait qu'il trouve ça, puis il t'enlève le gros intestin. Fait que tes organes, tout ça, sont touchés. Là. Ouais. Je souffre ma vie et j'ai été 6 jours à pas manger, à ne pas boire et après 6 jours, ils m'ont donné un jus de pomme. Et là, je bois le jus de pomme d'un coup. Je le cale, tu comprends? Je le bois rapidement. Et là, Geneviève, je souffre ma vie, je me sens comme un ballon de plage, je me sens comme un éléphant, je souffre ma vie, je pleure. Là, j'ai 27 ans, là. Puis un homme de 27 ans, ça pleure pas, mais là, je pleure, je souffre. Il m'emmène passer des tests, puis il me parle pas, puis je ne sais pas ce que j'ai, puis... Et là, ça vient à bout de se calmer. Tout ça pour vous dire que dans 33 jours, j'ai perdu 33 livres. À peu près 16 kilos en 33 livres, à peu près 16 kilos en l'espace de quelques semaines. Et je suis sorti de l'hôpital, j'ai réappris à marcher. Je sais pas si tu t'en souviens dans ce temps-là, là, c'était des bottes, tu sais, des bottes de travail avec un cap d'acier. Cap d'acier, mais c'était des bottes coupées. C'était à la mode pour monsieur et madame tout le monde mettait ça. C'était une grosse mode. Mais ces souliers-là sont pesants, sont lourds. J'étais même pas capable de marcher à force que j'étais faible. J'étais même pas capable d'ouvrir une porte d'hôpital là, pour sortir. J'étais pas capable. Comment est-ce que j'étais faible? Et ce que j'ai appris à travers ça, parce qu'ils m'ont dit, garde, tu vas porter un sac, une stomie pendant 6 mois. Et après 6 mois, quand la guérison va être là, ben on va reploguer ton petit intestin à ton rectum. OK? On va faire un réservoir. Une partie de ton petit intestin, on va faire un réservoir. Et après 2 mois, quand j'ai rencontré le docteur Trudel, elle a dit, Robert, j'ai pas une bonne nouvelle. C'est la maladie de Crohn que tu as. Puis la maladie de Crohn, ce qui se passe, c'est que les ulcères continuent. Fait que si on plug ton petit intestin après ton rectum, il y a la maladie de Crohn. Fait que ça se peut qu'il vienne infecter ton petit intestin. On peut pas faire ça. Puis on doit t'enlever le rectum. Là, je passe chez moi. Et rendu chez moi, je fais juste bloquer. Ouais. Je bloque, je mange, là, j'attends 12 heures, 14 heures. Parce que moi, mon corps, c'est un déchet. C'est un dégoût. Alors, je souffre. Et là, je suis plus capable. J'appelle mon frère Pierre, qui est un des plus vieux, celui qui a beaucoup pris soin de moi. Je suis plus capable. OK, Bobby, je m'en vais chercher. J'arrivais à l'hôpital, là, tout de suite, il me rentrait. Il me pluguait sa morphine. J'attendais que ça passe. Là, je ressortais. Et après plusieurs reprises à l'hôpital de Hull, là, ils m'ont enlevé le rectum. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un muscle. Ouais. Et ce muscle-là, quand on te l'enlève, c'est souffrant en tas. J'avais le derrière comme un cul d'éléphant. Okay? Et là, je souffre encore à nouveau et encore des pertes de poids. Là, je suis rendu là, comme vraiment, on me voit la peau et les os, que c'est complètement le contraire de ce que vous voyez. Et je souffre et je prie pour mourir. Je souffre tellement ma vie que je veux mourir. Et les médecins ont dit à ma mère, on ne sait plus quoi faire. Je faisais juste bloquer.
Ouais. Juste bloqué. Il savait plus quoi faire. Et mon père était venu me voir à l'hôpital. Il venait pas souvent, mais il était venu me voir. Puis il m'a mis la main sur le pied. Puis il m'a dit, Bobby, fallait pour moi. Ça, là, ça m'a donné comme un choc nerveux. Ça m'a donné comme des frissons. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à me battre pour vouloir rester en vie. Mon père m'a sauvé la vie par juste mettre sa main sur mon... Je me senti ça, là. Par l'importance. Par l'importance qu'il m'a donné. Fais-le pour moi. Ouais. Ça m'a donné comme tellement d'importance. Ça m'a donné le goût de vivre. Et je suis sorti de là. Et j'ai réappris à marcher, réappris à m'éduquer, réappris à prendre soin de moi. Et ce que j'ai réalisé avec les années, suite à mes études en métaphysique et ainsi de suite, c'est que j'ai compris que le foyer des intestins, c'était l'accumulation de la culpabilité, de la honte, de l'humiliation et du dégoût de soi. Le fait que je n'ai pas pris soin de ces blessures, c'est qu'il était après percer mes intestins. Cette énergie malaisante, cette énergie qui est lourde, était après percer mes intestins. Quand Dr. Trudel me dit, Robert, quand elle est venue me voir quelques jours après, elle dit, Robert, tes intestins étaient après percés. Probablement que si tu n'venais pas à l'hôpital, tu serais empoisonné par tes propres selles. Tes intestins étaient presque ouverts suite à tout ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'on veut dire? J'ai le goût de dire empoisonné par ton propre mépris de foi. Propre mépris du dégoût de qui j'étais. Fait que nos émotions, là, les amours, si vous me permettez de vous appeler comme ça, on doit en prendre soin. Puis je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas besoin de retourner dans le passé. Tellement d'accord. Mais au présent, cette blessure de dégoût, elle fait partie de nos choix qu'on a faits dans notre histoire de vie. Et que ça l'a développé probablement à certaines sphères de votre vie, que vous êtes déclenché là, puis on n'en prend pas conscience. Et je veux pas qu'on parte en peur. C'est pas ça mon intention aujourd'hui. Mon intention est de vous donner conscientiser, mais qu'on s'arrête puis de dire, est-ce que ça m'arrive? De pas être dans le déni. Ce que tu dis, Robert, moi, ça m'arrive pas, je suis pas comme ça. Ça se peut qu'à plein de sphères de votre vie, vous ne l'êtes pas. Mais y a-t-il des endroits que ça vous arrive? Peut-être avec des autorités, peut-être avec un homme, peut-être que c'est avec une femme, peut-être que c'est avec un collègue de travail, quelqu'un qui vous rappelle des autorités que vous avez eues, puis que ces autorités-là, ben, ils vous ont fait sentir comme si vous étiez moins que rien et que ça a développé le dégoût de soi ou le déchet de soi qui fait en sorte que mon corps, je l'ai tellement maltraité et j'en ai tellement pas pris soin de soi parce que j'étais dans la castration et le refoulement de soi, des émotions. Ça a le fait que je me sens comme ça et j'en suis inconscient. Parce que si j'en prends pas soin au présent, c'est sûr et certain qu'un jour, ça va sortir en maladie. Ouais. Et c'est ça qu'on veut éviter. Et tu sais, aujourd'hui, je suis stomisé pour le reste de ma vie. J'ai appris à faire mon deuil de l'homme que j'étais avant ça. J'ai appris à aimer mon corps. Est-ce que je l'accepte complètement? Puis je me mets à nu devant vous. Je pourrais vous faire croire que, ben oui, moi, Robert Savoie, tu sais, je l'aime. Ben, hey, je l'aime, mon corps, puis je m'accepte tel que je suis, avec mon poids de plus. Puis ceux que ça dérange, ça leur appartient. Puis ceux qui sont pas en... Ça me dérange pas ce qu'ils pensent de moi. Savez-vous quoi? Ça sera pas honnête de ma part. Parce que si je m'accepterais vraiment, j'aurais pas 50 kilos en trop. Puis je dois vous avouer que bien des gens à ces réseaux sociaux me le rappellent. Surtout quand je fais des annonces comme quoi je vais être en conférence très bientôt en Europe. Encore dernièrement, il y a certaines personnes de l'Europe qui me connaissent pas, ils savent pas qui je suis. Ils connaissent pas ton histoire de vie. Ils connaissent pas mon histoire de vie. Puis qui osent dire, comment tu fais pour faire une conférence à choisir avec tout le poids que t'as. T'as pas de l'air en santé.
t'es obèse, puis tu veux venir nous enseigner comment se choisir. Là, je regarde ça, puis je m'arrête, parce que je suis une personne avec une hypersensibilité. Je suis pas faible. Je suis une personne qui est connectée à cette énergie. Alors, ça veut dire que ça m'éveille, bien sûr, dans « Oh, ça me sent mal, là. » Tu m'éveilles dans quelque chose que, là, je suis éveillé dans l'humiliation. Hein? La plupart du temps, c'est l'humiliation qui s'éveille. Alors, savez-vous ce que je fais? Mets le projecteur sur moi. Perce ton humiliation. Remercie cette personne-là parce que cette personne-là, il est messager de quelque chose en toi qui a encore besoin d'être pris soin. Alors, cette personne-là, elle vient me donner une opportunité d'éveiller mon humiliation par une expérience présente, puis à bercer mon humiliation. Je suis pas en accord avec ce qu'il dit. Cette personne-là est juste ignorante. Elle sait pas de quoi qu'elle parle. Si elle me connaissait, puis elle prendrait juste une demi-heure avec moi, puis elle dirait « Oh my God, OK, Robert. Ouais. Oh, esprit, tu te choisis à plein sphères de ta vie. Est-ce que tu es solide, tu sais, pardonner 3 assassins que tu es ton père? Ça fait à peu près comme 1 million de personnes que j'accompagne dans mes conférences dans 26 ans, à 4000 conférences. Ça l'a changé de la vie de plein de monde. Ça l'a sauvé la vie de plein de monde. C'est pas moi qui fais ça, c'est eux. Des relations de couple qui ont décidé de rester ensemble. Ça l'a formé des relations de couple. Des enfants qui sont venus au monde. Des enfants qui sont venus au monde, tu sais. Fait que tu te choisis à ben des places, tu sais. Fait que ces gens-là sont messagers, les amours, de qu'est-ce qu'on porte en soi. On peut pas leur en vouloir. Ces gens-là, là, sont ignorants. Alors, c'est une belle opportunité de mettre le projecteur sur soi puis dire « Merci d'être mon messager. Ici, j'aurais le goût de te mettre mon poing d'en face. J'aurais le goût de t'étouffer. » OK, mais je choisirais pas ce choix défensif de colère parce que ça, c'est un choix défensif. Je projetterai pas 2 minutes ma souffrance sur toi parce que si je projette ma souffrance sur toi, là, c'est que je m'occuperai pas de la plus belle personne qui est au monde, qui est moi. Alors, je t'entends, je vais m'occuper de ma colère défensive, je vais m'occuper de ma colère, ma frustration défensive, je vais m'occuper que j'ai le goût de t'étouffer, mais je ne perdrai pas trop de temps d'être dans ce jugement-là. Je vais mettre le projecteur sur moi, puis m'a donné de l'importance à mon humiliation, parce qu'elle a encore besoin d'être nettoyée. Alors, ma façon de penser, selon moi, c'est la meilleure. Parce que plus je vais prendre soin de mon humiliation, de ma honte, de ma culpabilité quand elle va s'éveiller et le dégoût de soi, ben ça se peut qu'à force de m'occuper de ces émotions, que ça m'amène à peut-être m'accepter davantage dans ce que je suis. Voyez-vous l'importance que je veux m'accorder? Et je dois vous avouer que bien sûr que j'ai 50 kilos en trop, mais mon Dieu que je fais une belle vie. Est-ce que j'aimerais ça être à mon poids santé? Mais moi, ma dépendance, elle paraît. Elle paraît. Et oui, j'aimerais ça. Mais mon Dieu, je m'empêche pas d'aller sur la plage, même si j'ai pas les seins à la bonne place. Même si j'ai de l'air d'un petit bonhomme Michelin parce que j'ai beaucoup de courbes. Puis quand je m'assois, là, puis je me fais griller assis, je me lève debout, j'ai de l'air d'un prisonnier parce que je suis blanc, je suis brun. Mais ça m'empêche pas que je m'aime pareil. Puis je m'empêche pas de me réaliser dans mes rêves. Je m'empêche pas, comme on parlait, moi puis Geneviève, qui elle a un vocabulaire pour moi qui est parfait, un ton de voix, une belle élégance dans sa voix, une belle élégance aussi dans la fluidité de la façon qu'elle parle. Je n'ai pas à me comparer à Geneviève, parce que si je me compare avec elle, je serais pas assis ici. Je serais pas assis ici. Alors oui, mes verbes ne suivent pas toujours mes mots, parce que j'ai dû accueillir ma dyslexie. Ouais. J'ai dû accueillir mon déficit d'attention. J'ai dû accueillir mon trouble d'apprentissage. J'ai dû faire le deuil du quotient intellectuel développé à 140, parce que c'est pas mon cas. Mon quotient intellectuel, il est de base. Par contre, je remercie tellement le saint ou ce divin
de m'avoir donné ou d'être venu au monde de cette façon-là, suite au gène probablement familial. Merci. Parce que ça m'amène à être connecté à quelque chose de plus grand. Ça m'amène à ressentir. Ça m'amène à aider mon prochain à faire un chemin de libération. Alors, j'ai appris à faire mon deuil, à aimer ces parties-là de moi. C'est pas vrai que je suis un dégoût. C'est pas vrai que je suis honteux. Je suis beaucoup plus que ça. Mais quand il s'éveille encore, je prends le temps de m'en occuper. Je prends le temps de les aimer. C'est drôle parce que, tu sais, je t'écoutais parler, puis je me reconnais à tellement de place. Tu sais, ce dégoût-là est beaucoup à l'intérieur de moi. Puis tu me disais, tu sais, tu as développé la maladie de Crohn. Puis moi, j'ai eu des problèmes d'hémorroïdes, mais très, très sévères dans les dernières années. Puis on me disait, tu vis trop de pression. Puis quand je me suis arrêtée, puis que j'ai commencé à travailler avec toi, puis que j'ai vraiment pris conscience de ce dégoût-là. Là. Je me souviens, on est à Phoenix quand je libère ça. Là. Puis c'est encore... Il va toujours être à l'intérieur de moi, mais quand il s'éveille aujourd'hui, je le revire plus contre moi. Moi, tout ce que les gens me faisaient vivre de souffrant, je le retournais contre moi. C'était moi qui n'étais pas correct, c'est moi qui n'étais pas bonne, c'est toi qui n'es pas aimable, c'est toi. Puis ma petite fille intérieure, là, je l'ai tellement méprisée. Puis à un moment donné, tu le disais, là, les intestins, là, beaucoup de difficultés à digérer, beaucoup de ballonnements, des hémorroïdes tout le temps présents. Puis moi, je fais du vélo en plus, c'était pas un bon mariage. C'est complètement parti. C'est complètement parti. Oh, wow. Pas parce que j'ai diminué la pression, parce que j'ai arrêté de mettre ça contre moi. J'ai arrêté de revirer ça contre moi. J'ai arrêté de penser que si quelque chose de souffrant ou quelqu'un disait quelque chose ou était méchant avec moi, que c'était de ma faute à moi. Tu sais, fait que ce dégoût-là, puis je vivais encore plus de culpabilité parce que bien souvent, j'étais à mon poids santé. Puis bien souvent, je me méprisais, je me trouvais pas belle alors que... Hey. Tu comprends? Mais c'était encore plus culpabilisant parce que, tu sais, on me disait, ben voyons, on banalisait ce que je ressentais. Ben voyons, tu le sais que t'es belle, là. Tu veux juste qu'on te le dise. On me disait ça. Imagine-toi, tu dis ça pour qu'on te dise que t'es belle. C'est fou, hein? C'est fou, mais... Comment est-ce que t'as pas été entendu, tu sais? J'avais On pas le droit. Ben On non. m'entendait Hey, toi, t'es pas. belle, là, ferme-toi, viens pas me dire ça, là. Tu fais ça vu pour... que j'ai de l'air, moi? Ouais. T'es bien plus belle que moi, tu vas avoir entendu ça. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, ce qui me rend le plus triste aujourd'hui, c'est que ce dégoût-là de moi, puis à un moment donné, j'en avais pris conscience parce qu'à force de me dire que j'étais pas belle puis que j'étais pas si, ma petite fille, là, qui arrivait quelque part, « Oh, mon Dieu, tu ressembles donc bien à ta mère! » Ben, elle a pris mon dégoût. Elle a pris mon dégoût. Hey, hein? Elle est au Yukon en ce moment, là, puis mon ex-conjoint qui l'a levé une partie de sa vie me disait, « C'est le fun, ta fille, elle met plein de belles photos, mais tu peux-tu lui dire qu'elle se mette la face, on la voit jamais. » Elle a développé ce dégoût-là d'elle. Puis j'en prends soin, je le guéris, mais je l'ai transmis, tu sais. Tu sais, puis pour vous donner des idées comment conscientiser avec cette blessure-là, ben vous échappez un verre d'eau au sol. Regardez comment est-ce que vous vous traitez bien souvent. Ouais. Maudit stupide. Ben moi, je fais attention. Regarde ce que j'ai fait encore. Ouais. Tu sais, tout ça, ça a une partie. Oui, la culpabilité, elle peut être rattachée. Tu sais, on se sent coupable, rattaché au dégoût. Si je suis pas correct. Ouais. Tu sais, regarde ce que tu as dit encore. Là, regarde, là, l'autre est blessé, puis regarde là, comment est-ce que tu agis, là, dégoût de soi. Il y a plein de places, tu sais, qu'on peut s'observer, puis aussitôt que vous tombez dans ce comportement-là, que vous êtes dans l'autopunition de soi. Juste parfois, quand on est dans l'autopunition, regardez comment est-ce qu'on abandonne les autres. On veut rester seul, on veut être dans l'isolement, on veut pas voir personne. On se punit soi-même de voir les gens qu'on aime. Ouais. Nous-mêmes, on se punit là, des gens qu'on aime. Fait que l'autopunition, elle est beaucoup présente dans le dégoût de soi. La victime non plus est pas loin. Moi, là, s'il arrive une expérience, puis que je suis éveillé dans le dégoût, puis dans les blessures de culpabilité, honte, humiliation, rejet, là, si je suis déclenché là, la victime prend place. Puis si je prends pas soin de la victime, tout de suite, ce qui se passe après la victime dans mon fonctionnement, là, si je conscientise pas que je suis dans la victime, c'est l'autopunition. Puis si je prends pas soin de l'autopunition, tout de suite après, c'est la fuite. Puis la fuite, moi, ben,
C'est un bon Big Mac. Mais moi, c'est l'auto-rejet. Fait que des fois, là, c'est tellement fort que je m'en foutisse. Je m'en fous. Je vais y aller. Ouais. Mais après ça, je fais un chemin. Fait que je fais la réparation. réparation. Je devrais le faire avant. Ben oui. Mais ça, pour c'est moi, parce que c'est le une fonctionnement place. qui est tellement Oui. fort. C'est une place qui a encore besoin d'être pris soin. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai décidé que j'étais assez. J'ai le droit de réussir. Puis ma vie aujourd'hui, j'ai une super de belle relation. Elle va super bien. Je suis en amour avec mes enfants. On vit des beaux moments, malgré qu'ils ont des périodes eux aussi qui vivent des difficultés. Mais mon Dieu, que je suis un bon père. Je veux pas les changer, je leur laisse leurs responsabilités, je les entends, je les écoute, je leur dis comment est-ce que je me sens, je leur dis les conséquences à travers tout ça. Je suis un sapristi de bon père. Alors, je suis assez comme père. Je le dis souvent, tu es le plus grand thérapeute de la francophonie pour moi. Merci. Merci. Mais tu m'apprends ça. Tu m'apprends ça, tu sais. Puis je le fais de plus en plus parce que je te vois faire, tu sais. Puis j'ai le goût de te dire que t'es beau. Tu sais, c'est moi qui fais des clips, puis qui arrête, qui prend des photos, des screenshots de pas d'excuses. Puis l'autre fois, je riais tellement parce que je sortais plein de photos. Puis tu sais, des fois, quand on parle, t'arrêtes une photo sur une face. Puis là, mon chum, il disait, t'aimes ça, faire ça? Je riais. Mais t'es tout le temps beau. Ah, merci. Peu importe la façon, t'es tout le temps beau. Tout le temps. Merci. Merci pour ton authenticité, pour ta vérité, parce qu'à travers ton cheminement, je peux voir le mien. Parce qu'à travers ton cheminement, il y a peut-être une Mélanie, il y a peut-être une Manon, il y a peut-être une Josiane, puis j'espère qu'il y a une Kéléane qui va prendre conscience de son dégoût d'elle. Je vais réparer le mien, je peux juste m'occuper du mien. Même si je l'ai transmis à ma fille, je peux pas m'occuper du sien. Je peux m'occuper du mien. Puis quand elle me dit, je vais me refaire faire le nez, puis non, je prends pas de photos, je la banalise pas dans ce garçon, je l'accueille là-dedans. Tu sais? Mais si je m'occupe du mien, inévitablement, à force de voir sa mère se transformer, il y a une guérison qui va se faire de son côté aussi, tu sais. Puis je me serais tapé ça à la tête avant pour avoir fait ça, mais non. Aujourd'hui, j'essaie de plus aller là. J'y arrive pas tout le temps, mais j'y arrive 80% du temps. Comparativement à avant, où j'étais dans 80% du temps dans le mépris de moi, tu sais. Fait que pour moi, c'est un avancé. Wow, hein? Alors, je sais pas comment est-ce que vous recevez ça, puis vous allez dire, mon Dieu, encore, Robert, Geneviève, vous êtes donc bien intense. Mais c'est ça, il n'y a pas d'excuse. Parce que c'est chemin à marcher. Ouais. C'est chemin. Puis, tu sais, on fait, autant Geneviève que moi, mon Dieu, qu'on est choyé, on est béni de faire la vie qu'on fait. Ben, c'est parce qu'on s'occupe de notre énergie qui est dans le corps humain. Puis vous avez peut-être l'impression des fois que c'est répétitif ce qu'on dit, mais je vous le dis, nos mécanismes de défense, on les répète depuis tellement d'années. Les chemins de réparation, on doit les répéter, le dire de différentes façons. M'entraîner. Tout le temps. On développe des muscles à quoi? À lever des poids, à répétition. Tu comprends? Ben, c'est la même chose pour vos chemins neuronaux. On doit répéter ces apprentissages-là, ces enseignements-là pour que ça finisse à un moment donné par entrer. Ça n'a pas le choix. Les blessures se guérissent d'une façon. Tu sais, il y a un chemin pour les guérir. Robert appelle ça son chemin de vérité, tu sais, puis je suis dans le groupe Freedom de Robert, puis j'arrête pas de dire à Robert, c'est tellement riche, ça devrait être ouvert à plein de gens. Puis pour l'instant, c'est pas le cas, mais un jour, ça le sera sûrement, mais il nous le dit tout le temps. C'est plate, je répète, mais tabarouette, mon chum, là, après 7 mois, il a eu une prise de conscience. Après 7 mois, il a trouvé sa source à lui, fait qu'il faut continuer. Pas d'excuses est là pour vous aider, pour vous encourager. Et ce qui est le fun, c'est qu'avec le sujet d'aujourd'hui, il y a un outil de réflexion qui vous permet de cheminer dans le dégoût de vous. Si ça vous a éveillé, si vous vous êtes reconnu, allez sur notre site internet pasdexcuses.com. Prenez cette heure-là en intimité avec vous-même pour répondre aux questions, pour faire l'outil de réflexion. Vous allez voir ce que ça va transformer à l'intérieur de vous. Vous allez voir la libération que ça va se faire. Vous en aurez pas fini avec la honte et l'humiliation, surtout si vous portez ça depuis des années. Mais c'est un pas de plus vers cette légèreté-là
Merci beaucoup, Robert. Merci, Geneviève. Robert est en conférence, offre des retraites tellement transformatrices. Il y a Phoenix, il y a Believe, il y a plusieurs livres également de disponibles. Vous allez sur robertsavoie.com pour plus de détails. Et je suis hypnothérapeute de formation. J'aide des gens à se libérer parfois de quelque chose. Et j'ai eu des commentaires hier de gens qui ont été te voir puis que ça leur a transformé leur vie. Bravo, Jen. Ta façon d'aider ces personnes-là, c'est juste wow. Vous venez sur genevièvehypnose.com pour avoir plus de détails. On vous souhaite une excellente semaine et j'ai le goût de terminer en disant aimez-vous. Même si aujourd'hui c'est imparfait, même si aujourd'hui vous n'êtes pas à votre poids santé, commencez à vous aimer maintenant. Bye bye, Robert. Bye, Geneviève. Merci. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@commercialpasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.